Bonjour à tous, je suis le docteur Isabelle Monnier et je suis très honorée de pouvoir modérer ce cinquième webinaire de la Société française d'audiologie consacré à l'évaluation orthophonique chez l'adulte sourd. Je vais vous présenter en quelques diapos la Société française d'audiologie. Donc, il s'agit d'une société fondée en 93 par le professeur René Daumont, qui est encore membre du conseil d'administration, qui a pour but de réunir des professionnels intéressés par l'audiologie, ORL, audioprothésistes, orthophonistes, acousticiens, phoniatres et scientifiques. Cette société est membre de la Fédération européenne de la société d'audiologie, les FAS, et de la Société internationale d'audiologie, et a un site internet que vous voyez affiché. Il y a une petite erreur, il y a SFA Audiologie, vous retrouverez le site internet un petit peu plus loin. Elle collabore avec le BIAP pour les normes d'audiophоnologie. Elle est composée par un bureau qui représente les différentes professions, avec comme président en alternance un ORL et un non-ORL. Actuellement, c'est M. François Dejean qui est président, et un conseil d'administration avec toutes les professions. Donc, les actualités de la SFA, depuis le Covid, eh bien, nous avons organisé des webinaires, initialement un webinaire un samedi, puis il y a eu 4 webinaires les mardis, comme celui-ci, et je suis très fière de vous annoncer que nous avons le plus grand nombre d'inscriptions pour ce webinaire ce soir, puisqu'il y a plus de 500 inscriptions. Bravo. Les prochains webinaires vont concerner l'implantation cochléaire, adultes et enfants, les systèmes CROSS, et nous sommes ouverts à tous les sujets qui intéresseraient le public. C'est également un congrès tous les 2 ans organisé par le président. Le dernier a eu lieu à la Grande Motte au mois d'octobre et a été l'occasion aussi, pour la première fois, d'organiser une session DPC. Nous sommes très actifs grâce à Stéphanie Borel sur les réseaux sociaux, comme vous pouvez le voir. Là, vous avez, alors de nouveau, c'est sfaaudiologie.fr, désolé pour la coquille. Et nous avons également une revue, Audiologie Demain, qui publie à chaque fois une page spécifique SFA et parfois des numéros spéciaux. Par exemple, il y aura un numéro consacré au congrès de la Grande Motte très prochainement. Il y a des groupes de travail sur un certain nombre de sujets qui aboutissent souvent à la publication de recommandations. Par exemple, nous avons travaillé toute cette année sur des recommandations sur la presbyacousie qui a impliqué les 3 professions, audioprothésistes, orthophonistes et médecins, mais également des groupes de travail sur la téléaudiologie, l'audiométrie vocale chez l'enfant, le compte-rendu audioprothétique et les technologies des différents appareils auditifs de classe 1 et 2. Nous avons organisé pour la première fois, là encore grâce à Stéphanie Borel, un concours de posters qui était destiné aux différentes professions. Et vous allez avoir à la fin de ce webinaire Éléonore Bonvalet qui va nous présenter son poster qui a gagné dans le domaine de l'orthophonie. Et grâce à Audica, il y aura une bourse pour un master chaque année. Et donc, nous allons faire l'annonce de cette bourse pendant le printemps. Alors, comment devenir membre? J'espère que je vous ai appâté. On manque un peu d'orthophonistes. On serait ravis vraiment qu'il y ait beaucoup plus d'orthophonistes dans cette société qui, comme vous l'avez vu, est très dynamique. Eh bien, il faut qu'il y ait 2 parrains et je suis sûre que Stéphanie, Emmanuel ou moi-même seront absolument ravis de vous parrainer. Donc, vous envoyez une lettre de motivation et un CV et les candidatures sont validées à chaque conseil d'administration. Et là, vous avez le bon site. Ah, je pense qu'il manque encore un A. Bon, je le remettrai à la fin. Enfin, très important, depuis très peu de temps, il y a un lien à l'International Journal Audiologie et à la Société internationale d'audiologie, donc avec accès à des webinaires, des formations. C'est quelque chose de très récent et de très attractif. Enfin, pour finir, le grand événement des prochains mois, c'est qu'en 2024, nous organisons le congrès mondial d'audiologie à Paris sous la présidence du professeur Ouktan Wijn de Lyon et nous sommes très honorés de pouvoir organiser ce congrès. Donc, je vais passer maintenant la parole tout d'abord à Stéphanie Borel qui va parler de lecture labiale. Stéphanie est maître de conférence des universités à Sorbonne Université et orthophoniste et régleur depuis de très nombreuses années dans notre centre d'implant à Paris.
Bonjour à tous et à toutes. Merci Isabelle. Donc, comme l'a dit Isabelle, je vais vous parler d'évaluation de la lecture labiale et un peu plus particulièrement d'un test informatisé d'évaluation de la lecture labiale que nous sommes en train de développer au département d'orthophonie de Paris à Sorbonne Université. Alors, la lecture labiale, c'est le procédé qui permet de comprendre ce que dit une autre personne en tenant compte d'indications visuelles telles que les mouvements des muscles faciaux, des lèvres, des mains et du corps en général. On sait depuis McGurk et McDonald que la communication humaine est multimodale et que donc, tout être humain, lorsqu'il a accès à toutes les informations, intègre aussi bien les informations auditives que visuelles. De même, on sait maintenant que les personnes entendantes utilisent la lecture labiale quand elles se trouvent en situation d'écoute complexe, comme par exemple en environnement bruyant ou lorsqu'elles parlent une langue étrangère qu'elles maîtrisent mal. Lorsqu'une personne présente un trouble auditif, bien sûr, il va falloir vraiment que cette lecture labiale soit optimisée, se renforce pour pallier les difficultés auditives. Cette optimisation, elle peut être spontanée chez certaines personnes qui vont naturellement, spontanément développer une bonne lecture labiale. Et puis, dans d'autres cas, il y aura besoin d'une prise en soin en orthophonie pour accompagner ces personnes. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que moi, je vais souvent vous parler de lecture labiale isolée là, dans cette présentation, donc sans le son, juste le mouvement des lèvres, parce que c'est comme ça qu'on évalue beaucoup et qu'on travaille en rééducation. Mais chez l'adulte devenu sourd, qui est vraiment le profil qu'on va rencontrer dans quasiment tous les cas, c'est vraiment l'audiovision, donc la perception audiovisuelle de la parole qui est stimulée. Et donc, la complémentarité entre l'audition et la vision, on ne va jamais demander aux personnes de tout comprendre en lecture labiale tout le temps dans la vie. Ce n'est pas ça, hein. C'est vraiment pouvoir utiliser la lecture labiale en complément de l'audition. Alors, comment on traite les informations de lecture labiale? On les traite comme les informations de parole au niveau auditif, à savoir avec un traitement analytique, donc plutôt bottom-up, et un traitement global. Le traitement analytique va consister à percevoir différents visèmes. Alors, les visèmes, c'est l'équivalent des phonèmes, mais en lecture labiale, à savoir que, bon, vous connaissez certainement les phonèmes, eh bien, il y a des regroupements de phonèmes qui, en fait, ont la même image labiale et qui s'appellent donc des visèmes. Et puis, donc, on a également ce traitement global qui va permettre à la personne de faire des inférences et des anticipations liées au contexte pour accéder plus rapidement au sens global. Dans le domaine de la lecture labiale, il y a différents auteurs très importants et différentes méthodologies d'apprentissage et de pédagogie de la lecture labiale. Nous, pour nos travaux, on s'inscrit dans la classification et la méthode d'Istria et collaborateurs, qui a défini 3 catégories principales de consonnes et 4 catégories principales de voyelles. Donc, juste, je vais vous parler des consonnes rapidement pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Mais pour les consonnes, donc, il y a 3 principales catégories. Les consonnes stables qui vont être très faciles, qui vont pouvoir se visualiser quelle que soit la voyelle environnante. Donc, par exemple, P ou B. Donc, on a du mal à les différencier, mais par contre, on les voit bien. Qu'on fasse PA ou PI, on voit bien qu'on a fait une bilabiale. Il y a également les consonnes variables qui vont être plus ou moins faciles à voir en fonction de la voyelle environnante. Donc, par exemple, le LE, si je fais un LA avec une voyelle ouverte A, je vais bien voir mon L. Et si je fais un LI ou un LOU, je vais moins bien le voir. Donc, la visibilité de ces consonnes variables est variable en fonction de la voyelle environnante. Et puis, on a des consonnes invisibles qui vont être toujours difficiles à voir parce qu'elles sont articulées en arrière de la bouche. Donc, il y a également 4 catégories de voyelles en fonction de l'ouverture et de l'arrondissement et de l'avancement des lèvres. Il y a une variabilité interindividuelle très importante pour ce qui est des compétences en lecture labiale. Ça a été pas mal étudié dans la littérature. La seule variable qui fait consensus, c'est l'âge. Plus on avance en âge, plus les compétences en lecture labiale, toutes choses égales par ailleurs, ont tendance à décliner. En ce qui concerne le sexe, il n'y a pas vraiment consensus, mais certains auteurs ont montré que les femmes étaient plus performantes en lecture labiale que les hommes, et d'autres auteurs ont montré que c'était pareil. Le niveau socioculturel a été assez peu documenté et la seule référence que nous avons retrouvée ne montrait pas d'effet. Et puis, il y a d'autres compétences qui peuvent rentrer en jeu, comme l'attention visuelle, qui est très corrélée au niveau de lecture labiale chez les adultes devenus sourds,
les fluences phonèmiques qui sont corrélées au niveau de lecture labiale chez l'adulte entendant, et plus généralement les habiletés de communication qui vont, pour certains auteurs, possiblement permettre, quand elles sont bonnes, de développer une bonne lecture labiale. Alors, comment on évalue cette lecture labiale en contexte clinique? Eh bien, force est de constater que ce n'est pas très facile à l'heure actuelle parce que nous n'avons aucune épreuve spécifique à l'évaluation de la lecture labiale, ni de données normatives qui permettent de définir un profil précis de labiolecteur, et ce, quelle que soit la langue. Ça, c'est Altieri qui le disait en 2011, et 10 ans après, on en est à peu près au même point. On a retrouvé des références, comme le test franco-québécois de lecture labiale dans la littérature, mais qu'on n'a pas vraiment, à ma connaissance, on n'utilise pas en France et qui est un petit peu ancien. Plus récemment, il y a le DEVOIX qui a été développé par des collègues belges et pour lequel il y aura probablement prochainement une publication, donc il devrait y avoir un nouvel outil prochainement. Alors, comment on fait concrètement ou à l'heure actuelle? Eh bien, on utilise des listes d'audiométrie vocale que l'on va utiliser aussi bien en modalité visuelle, donc sans le moindre son, en modalité auditive et en modalité audiovisuelle, avec la voix et la lecture labiale. C'est très important et cette évaluation, elle va demeurer toujours, même si d'autres outils sont développés, comme celui que je vais vous présenter après, parce qu'elle permet vraiment de voir sur quelles informations le patient s'appuie davantage. Est-ce qu'il s'appuie davantage sur des informations visuelles, auditives, et surtout, est-ce qu'il fait bien la synthèse des deux? Donc ça, c'est très important. Néanmoins, ça comporte un certain nombre de limites parce que les listes sont assez anciennes, les monosyllabiques de Fournier, les phrases de Fournier, enfin toutes ces listes que vous connaissez probablement, elles ne sont pas spécifiques aux erreurs types de lecture labiale. On les propose souvent en liste ouverte, c'est-à-dire qu'on ne donne aucune information de contexte et c'est très difficile, donc les scores sont souvent très faibles. Elles ne sont pas étalonnées, pas validées et elles ne donnent aucune piste pour la rééducation. Donc, l'objectif de notre travail est de développer et d'étalonner sur une population tout venant un test d'évaluation standardisé de lecture labiale isolée, donc sans le son, juste le mouvement des lèvres, avec contrôle de la difficulté des items et qui évite les effets plafond et les effets plancher des scores. Un objectif secondaire, c'est d'améliorer les connaissances sur les facteurs de variabilité dont je vous ai parlé tout à l'heure et pour lesquels il y a encore un peu d'inconnu dans la littérature. Donc, ce test, il s'appellera, on ne sait pas encore vraiment comment, pour le moment, il s'appelle E2L, mais probablement qu'il va changer de nom, son petit nom de prototype. Donc, ce test a été développé par 4 étudiantes du département d'orthophonie de Paris, qui sont actuellement en 5e année et que je remercie chaleureusement pour leur travail. Et également, ça a été fait dans le cadre de l'Institut du cerveau. Et très prochainement, c'est Happy Neurone Pro qui va prendre le relais pour finaliser le logiciel. Alors, on a développé des tâches de difficulté progressive, équilibrées en fréquence lexicale, sur un support vidéo sans le moindre son. On a proposé plusieurs locuteurs avec des âges, des sexes, des carnations différentes. Et puis, on a surtout fait 2 versions du même test avec des contenus linguistiques différents pour pouvoir retester le patient après la rééducation sans qu'il y ait eu d'effet d'apprentissage du test. Après quelques pré-tests, on s'est fait un peu la main sur les étudiantes de Paris. On a prévu d'inclure 180 sujets témoins, hommes-femmes répartis de façon équilibrée en 4 classes d'âge, 3 niveaux d'études. On a exclu les personnes avec troubles visuels, troubles auditifs ou troubles cognitifs connus. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Ça va de l'analytique au global, donc des visèmes jusqu'à la compréhension de communication, de conversation. On a d'abord 15 syllabes choisies parmi un set de 144 syllabes, de façon un peu aléatoire, puis 12 mots, 10 phrases et une scénette, une petite conversation avec 10 questions en choix fermé. Donc, il y a 47 items dans la version A et 47 items dans la version B qui est construite exactement de la même façon. La durée de passation est maximum de 30 minutes. Il y a un item d'entraînement avant chaque bloc, une double cotation qui permet de voir si le patient fait des erreurs un peu cohérentes, c'est-à-dire s'il se trompe, mais en allant vers un phonème, un visème proche. Et puis, une typologie des erreurs qui permet de comprendre si le patient fait des erreurs intra-catégorie ou intercatégorie d'Istria que je vous ai présenté tout à l'heure, parce que ce n'est pas la même chose.
Alors, un petit exemple. Vous regardez la vidéo, je vais l'activer et la personne va prononcer un mot isolé sans article. Vous aurez le droit à un seul visionnage, concentrez-vous bien. Alors, le mot est-il acide, écharpe, indiqué, infâme, aide, indice ou utile? Je vais vous donner la réponse maintenant. Le mot était indice, donc l'item cible était indice, et tous les autres items étaient des distracteurs, à savoir acide, un distracteur très proche. Donc, si vous avez fait l'erreur, vous avez dit acide, c'était pas mal quand même. Et puis, progressivement, on va vers des items de plus en plus éloignés, de façon à pouvoir voir si le patient est, comment dire, proche de l'item ou très éloigné, complètement à côté. Donc, on fonctionne comme ça pour tous les items. On a également des mots dans des phrases cadres. Je ne vais pas vous montrer la vidéo parce que je n'ai pas trop le temps, mais voilà la consigne. Vous allez visionner une vidéo sans le son d'une personne prononçant la phrase suivante. Au marché, j'ai acheté du et des. Et on doit retrouver les aliments qui ont été achetés au marché. Pareil avec un rendez-vous qui est donné avec date, mois, horaire et puis le lieu. Et pour tous ces items, on a fonctionné de la même façon avec niveau 1 facile avec des consonnes stables, puis intermédiaire, puis difficile. La scénette se présente de cette façon. Donc, vous allez visionner une conversation sans le son, découpée en 5 parties dialoguées. Et pour chaque partie, vous devrez répondre à 2 questions. Donc, il y a des questions en choix fermé sur lesquelles le patient doit cliquer ou l'orthophoniste avec le patient. Alors, juste une diapo avec des résultats préliminaires. Donc, au dernier relevé, nous avions testé, les étudiantes avaient testé 111 sujets témoins et on avait les résultats sur 91 participants. Donc, les premières tendances, c'est que c'est très bien accepté, ce test. Ça se passe bien, ils ne disent pas que c'est trop difficile, ils le font avec plaisir. Le niveau de difficulté que nous avons paramétré est cohérent, les scores vont dans ce sens-là. Et il n'y a pas d'effet plafond, pas d'effet plancher. On voit que les scores sont ni trop bas, ni trop hauts, parce qu'il faut laisser de la marge aussi pour les patients sourds derrière, qui seront certainement meilleurs. Voilà ce que je voulais vous présenter. Les futurs développements, c'est bien sûr la finalisation du logiciel, la migration vers la plateforme API-Neurone Pro, une validation auprès de différentes populations cliniques, et puis au fur et à mesure, l'implémentation avec des modules complémentaires, 3/4, profil, ajout de bruit, etc. Toutes les idées sont bienvenues si vous avez des envies. Et puis voilà. Et pour finir, je vais juste vous dire que moi, je dis souvent qu'en surdité, en orthophonie en surdité, on n'a pas beaucoup d'outils et qu'il faut créer des outils, c'est vrai. Mais là, on a eu en l'espace de 2 ans 3 très beaux ouvrages sur la question, donc je vous les recommande. J'ai fini. Merci beaucoup, Stéphanie. C'est très intéressant. Alors, c'est très intéressant, mais je ne vois pas de questions apparaître. Moi, j'ai une question pour toi. On voit chez les gens sourds sévères à profond qui arrivent, donc, comme tu l'as dit, des grandes variabilités de compétences en lecture labiale, mais je suis frappée que certains patients, malgré une rééducation importante, ne progressent pas du tout. Et je voulais savoir s'il y avait en dehors des facteurs pronostiques initiaux, aussi des facteurs pronostiques chez les patients. Je me demande s'il n'y a pas des troubles centraux qui expliquent que des patients, on a beau faire qui ont une surdité très importante, des heures et des heures de rééducation, aucun progrès. Alors, je n'ai pas d'éléments de littérature sur ce point, mais c'est intéressant, mais ça ne me dit rien au niveau de la littérature. Après, il faut savoir qu'il y a aussi des approches rééducatives qui sont assez différentes en lecture labiale. C'est un peu comme le langage écrit, pour simplifier à outrance. Il y a des approches analytiques et des approches globales, comme en lecture. Et c'est possible parfois qu'il y ait des patients qui soient plus à l'aise avec une approche qu'avec une autre. Et ça peut être déjà un premier point à explorer, le type d'approche rééducative par rapport à la façon dont le patient fonctionne. Après, des troubles centraux, oui, probablement, il y a des choses qui peuvent être explorées de ce côté-là. En tout cas, aussi des compétences en rapidité de traitement, des compétences en fait sous-jacentes, en rapidité de traitement, en attention visuelle, en mémoire visuelle, etc. Alors, il y a plein de questions qui sont arrivées. Penses-tu qu'avec l'utilisation des masques, les capacités en lecture labiale puissent baisser avec le temps chez certains patients? Je pense,
pas, je sais pas, hein, c'est assez intuitif ce que je vais vous dire, mais déjà les capacités auditives augmentent un peu chez certains patients implantés, il me semble, parce qu'ils optimisent aussi leur audition, mine de rien. Et en ce qui concerne les capacités en lecture labiale, en fait, ce qui avait été vu, c'est une façon détournée de répondre, mais par l'équipe de Toulouse il y a quelques années déjà. Ils avaient regardé le niveau de lecture labiale au fil du temps des personnes implantées, parce que les personnes implantées, elles disent souvent, depuis que j'entends bien, je suis nulle, je ne sais plus lire sur les lèvres. Et en fait, ils avaient montré sur 7 ans post-implant que les capacités en lecture labiale pure, elles ne changeaient pas du tout au fil du temps et que ce qui était acquis, ils le conservaient. Donc, on avait trouvé cela aussi chez les sujets âgés, c'était pareil, ça ne bougeait pas. Peut-être que pour le masque, heureusement, on l'espère, quand on enlèvera le masque, les compétences reviendront vite, un peu comme le vélo. Mais je sais pas. Enfin, il y a plusieurs questions sur le lien entre fluence phonémique et lecture labiale. On te demande de préciser. Alors, c'est un travail qui a été publié dans Glossa, c'était Madame Cabin. Et en fait, il y avait une corrélation entre le score en fluence phonémique et également, si je me souviens bien, alors j'espère pas me tromper, mais je crois que c'était pendant les 30 premières secondes. Donc, vraiment une partie bien précise, parce qu'un test de fluence, c'est sur 1 minute, je crois que c'était pendant les 30 premières secondes. Et aussi le nombre de switches de catégories qui étaient faites, et ça, c'était lié en fait au niveau de lecture labiale, comme si le fait d'accéder plus rapidement aux mots, d'avoir voilà, un accès lexical plus vif et plus rapide permettait de mieux lire sur les lèvres, de mieux reconnaître les mots en lecture labiale. Très bien. Donc, on va s'arrêter par là pour les questions. Pour les autres questions posées sur le chat, Stéphanie répondra en direct par écrit. Et je vais maintenant passer la parole à Emmanuel Lambert-Daran, qui est docteur en neurosciences et qui travaille dans notre unité fonctionnelle implant auditif et qui va nous présenter un sujet sur le lien avec les troubles cognitifs. Le micro. Oui, merci. Bonsoir à tous et à toutes. Merci Isabelle. Donc, je vais effectivement vous parler de l'actualité dans l'évaluation orthophonique dans la perspective du repérage des troubles cognitifs. Donc, ça ne marche pas. Voilà. On sait aujourd'hui que la surdité augmente le risque de développer des troubles cognitifs dès l'âge de 55 ans et que ce risque augmente avec l'âge. Donc, vous voyez à droite, il y a un joli schéma qui est issu d'une méta-analyse qui a été publiée en 2017 par l'équipe de Livingston, de Lancet, et qui nous montre ça. Et enfin, de cette méta-analyse est ressortie une autre donnée qui est que la prévalence est importante, puisque en fait, ce risque conjoint est évalué à 32%, une prévalence de 32% chez le sujet de plus de 55 ans. Donc, ce qui a été en fait identifié dans une seconde méta-analyse également, c'est qu'il y a en fait différents facteurs de risque, avec une contribution au risque de démence qui va varier au long de la vie. On voit qu'il y a des facteurs précoces avant l'âge de 18 ans, plutôt liés au niveau d'éducation, des facteurs qui interviennent en milieu de vie, notamment la surdité, la perte auditive, l'hypertension, l'obésité, qui sont plutôt des pathologies chroniques, et que plus tard dans la vie, on va avoir ce qu'on appelle des facteurs tardifs, après l'âge de 65 ans, d'origine notamment environnementale et comportementale, le tabagisme par exemple, la dépression, le manque d'activité physique et d'interaction sociale ou le diabète. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est que dans ce nouveau modèle, on va dire qu'il y a en fait plus d'un tiers des cas de démence qui pourraient être évitables parce que ces 9 facteurs représenteraient à peu près 35% du risque de démence au niveau de la population générale. Donc, l'idée, c'est qu'on ne peut pas, bien sûr, éliminer ces risques, mais on peut avoir des stratégies préventives qui peuvent les retarder ou qui peuvent éviter la survenue de la démence. Et on a l'idée qu'on a une preuve de réduction d'incidence autour de 20%. Donc, à cela va s'ajouter la question de la vulnérabilité de la personne qui vieillit, avec l'âge qui augmente, qui est liée à une réduction de la réserve physiologique, une moindre résistance aux facteurs de stress, ça c'est assez connu, voire des syndromes de plus en plus importants avec l'âge, et ça a été décrit en 2018 par Panza.
Précédemment, on avait déjà des données chiffrées là-dessus, puisque Franklin, qui a été un des premiers à travailler sur cette thématique dans les années 2010, avait montré qu'en cas de surdité légère, il y avait une multiplication du risque de démence par 2, par 3 en cas de surdité moyenne et par 5 en cas de surdité sévère. Donc, on voit bien qu'il ne s'agit pas seulement de personnes qui vont avoir des surdités très importantes à des âges avancés. Ce n'est pas le cas du tout. C'est des données, nous, qu'on utilise aussi parfois, qu'on peut finalement donner aux patients et qui sont des arguments importants. Ça nous montre bien l'importance d'un dépistage précoce de la perte auditive. Donc, un examen clinique ORL, consultation ORL, un bilan audiométrique tonal et vocal, et puis un bilan de surdité, un bilan orthophonie, avec des tests de repérage des déficits cognitifs. On va en parler après. Alors, un autre concept intéressant dont je voulais vous parler, parce que je pense qu'il faut vraiment en tenir compte, c'est cette notion de défi auditif, challenge auditif en anglais, qui a été développé par Peel en 2017. L'idée, c'est en fait de bien mesurer le poids en fait, que représente cette tâche dans laquelle les personnes qui ont une surdité vont s'engager. Ce défi auditif, en fait, il va avoir une interaction de 3 blocs de facteurs, ceux qui sont liés à l'individu, à la personne malentendante elle-même, atteinte de surdité, donc sa capacité à percevoir la parole, à l'intégrer du fait de sa surdité, son interlocuteur, avec une variabilité, puisque cette personne peut par exemple être familière ou non familière, et ça va avoir un impact sur la charge cognitive. Elle sera moins importante, bien sûr, avec un interlocuteur familier dont on peut anticiper, par exemple, une partie du discours, on va dire, on a des repères. Au contraire, donc, elle va augmenter s'il y a des particularités articulatoires, par exemple une hyperarticulation ou une hypoarticulation avec une moustache, par exemple. C'est un exemple ou éventuellement une personne qui va avoir un accent et pour laquelle ça va être plus difficile donc, de décrypter son message. Et puis, il y a les facteurs environnementaux, l'environnement, le bruit de fond, des voix concurrentes. Tout ça va avoir un impact sur la charge cognitive. Ça va interagir aussi avec la capacité de l'individu à s'engager dans ce défi auditif. Et bien sûr, ça va peser sur l'effort d'écoute. D'où qu'on peut mesurer, bien sûr, aujourd'hui par des méthodes comportementales. Vous avez certainement entendu parler de travaux en pupillométrie, notamment qui sont menés, qui sont également en cours par notre centre de recherche. Donc tout ça montre bien qu'il faut évaluer ses fonctions cognitives et exécutives, c'est très important. Et dans le bilan de la surdité de l'adulte, dont je ne parlerai pas ici en détail sur l'aspect perceptif, notamment, on va avoir donc les tests perceptifs, l'évaluation de la communication, la qualité de vie et puis les fonctions cognitives dont on va parler. Donc, ce que l'on cherche au cours de cette évaluation, eh bien, en fait, c'est déterminer un profil cognitif en première intention. C'est déjà savoir comment va fonctionner le patient et on va repérer également des déficits, mais ce n'est pas un dépistage. C'est vraiment pas la même chose, c'est vraiment un premier repérage. Alors quand on va procéder, on va déjà voir dans ce bilan qui est assez long quand même, ce qui peut durer 1 heure et demie, 1 heure et demie, comment va fonctionner la personne sourde. Par exemple, déjà d'emblée, est-ce qu'elle arrive à l'heure à son rendez-vous ou au contraire, est-ce qu'elle est en retard, voire très en retard? Ça peut être déjà un signe, évidemment, pour l'orientation temporelle. Est-ce qu'elle sait avec qui elle a rendez-vous? Est-ce qu'elle va bien retenir les informations au fur et à mesure ou au contraire, est-ce qu'on va avoir un oubli? Ce sont des indices intéressants. Pareil pour éventuellement des troubles phasiques, un manque du mot, c'est des choses qu'on peut repérer, nous, au cours du bilan. De la même façon, on va avoir dans les résultats des tests perceptifs peut-être une attention particulière à porter. Si par exemple, le score de mots est supérieur à celui de phrases, ce n'est pas attendu. Ça peut nous donner un indice évidemment sur la suppléance mentale. En général, c'est le contraire. Le score de phrase est meilleur. Si c'est vraiment l'inverse, on va dire que peut-être on va avoir un déficit à ce niveau-là. Ça peut attirer notre attention. Et pour rejoindre un peu la présentation de Stéphanie, l'absence de lecture labiale, par exemple, vraiment l'absence marquée, peut être un signe d'alerte pour se dire peut-être qu'il y a un trouble cognitif qui peut contribuer aux difficultés justement d'apprentissage et de contribution de la lecture labiale. Donc, si on a aussi des vraies suspicions, on va peut-être d'emblée demander un bilan complet, neuropsychologique, une consultation gériatrique via le médecin ORL, bien sûr, référent. Ça peut être aussi quelque chose qui est à mener d'emblée si on a vraiment une suspicion importante. En tout cas, on doit prendre des précautions particulières pour l'évaluation cognitive et qui sont assez simples, notamment la transposition des consignes. Donc ça, je le dis avant de présenter les tests de repérage, écrire les consignes, voire même les épreuves, notamment pour le rappel de mots, des empans de mots, de chiffres. On peut le faire, ça a été validé dans une étude en 2019 et bien sûr, ça permet d'éviter
un biais perceptif, une surcharge cognitive et de mal interpréter les résultats. Donc, on doit prendre en compte également la fatigabilité, le niveau de stress et ne pas hésiter à faire des pauses et ralentir son débit de parole, bien sûr, dès qu'on peut. Donc, il existe un certain nombre de tests de repérage. Les 6 principaux tests, on va dire, que sont le Codex, le MIS, les 5 mots du bois, le test de l'horloge, le MMSE et le MOCA ont des épreuves en commun. Les 2 épreuves, c'est l'épreuve de rétention et d'horloge, on va le voir, donc sont communes, mais ils ont chacun une sensibilité et une spécificité qui vont être variables selon qu'il s'agit de troubles neurocognitifs majeurs ou légers. Donc ça, c'est une chose à savoir. Par ailleurs, il y a une version du MOCA dont je vais vous parler, qui est écrite et informatisée et qui a été validée par Franklin en 2017, donc qui est disponible. Et puis, à part, je signale qu'il y a un test qui s'appelle le MIS, donc le Memory Impairment Screen, qui est un test validé en français par une équipe québécoise et donc disponible sur le site, qui est un test également très rapide, puisqu'il y a 4 mots et puis une épreuve interférente qui est le test de l'horloge. Alors, en pratique courante, nous, on a choisi 2 tests qui sont le Codex et le MOCA. Donc, en premier, je vous parlerai donc du Codex dans l'antériorité, on va dire. C'est un test qui a été développé par l'équipe du professeur Joël Bellemin et validé donc en 2007 et qui est très rapide. C'est moins de 3 minutes, on va dire 3 minutes en moyenne, ce qui a été donc une alternative intéressante, bien sûr, au Mini Mental State qui était très utilisé. C'est un test qui a une très bonne sensibilité, une bonne spécificité et qui est disponible sur le site du Codex. Alors, qu'est-ce qu'il va tester comme fonction? Un grand nombre de fonctions pour un test très rapide. La mémoire de travail, la mémoire sémantique visuelle, des fonctions exécutives, planification classiquement, organisation, exécution et attention, le langage, les praxis visio-spatiales et puis les fonctions frontales, l'abstraction, la concentration et l'inhibition. Alors, comment ça se passe? On a d'abord 3 mots, donc un rappel immédiat et un rappel différé. On a 2 choix. Alors, le premier, classiquement, étant clé, ballon, citron, puis une deuxième liste pour les retests. Puis, on propose en tâche interférente le test de l'horloge. Donc, sur cette feuille de passation, on demande au patient d'indiquer 3h25 avec les chiffres, bien sûr, et les flèches. Donc, un test qui est très rapide, puis on demande le rappel différé après, et on va regarder l'arbre décisionnel. Donc, ce qu'évalue le Codex, c'est une probabilité de développer, on va dire, un trouble cognitif ou une démence, et ce qui va donc de A à D, de très faible à très élevé. Si les 2 tests sont normaux, la probabilité est très faible, le test est normal, on est en A. Inversement, si les 2 tests sont anormaux, on est dans une probabilité très élevée et le test est anormal. Et puis au milieu, si en fait l'un des 2 tests est réussi, on va devoir poser des questions d'orientation complémentaires, 5 questions très simples. Dans quel département sommes-nous? Dans quelle région? Dans quelle ville? Dans quel lieu et à quel étage? Et là, on va regarder le score. Si on a 4 ou 5 réponses correctes, on reste du côté normal, la probabilité est faible. Et puis, si on a un score inférieur à 4 réponses correctes, là, on passe du côté anormal. Donc, on voit un test rapide, facile à faire passer, que l'on utilise en routine courante, donc pour tous les sujets, pour tous les patients de plus de 60 ans. Et voilà des exemples. Donc, on a parfois des surprises, donc bonnes, comme à gauche, on a une petite rature, mais le Codex, l'horloge est normale, le test est normal. Et à droite, déjà, là, on voit que ça devient plus compliqué. Ça commence plutôt pas trop mal, mais c'est quand même les minutes. Et puis, ça, c'est pas du tout cohérent après. D'autres exemples, là, on voit que ça va vraiment pas du tout. Et souvent, on a ce genre d'horloge, on peut tout à fait avoir ça chez des patients qui, a priori, ne présentent pas du tout de plaintes mnésiques ou de difficultés, en tout cas ne se présentent pas sous cet angle. Donc voilà pour le Codex. Maintenant, pour le deuxième test, le MOCA, je vais vous présenter donc avec cette feuille de passation, c'est le Montréal Cognitive Assessment, développé par l'équipe de Nasreddin en 2005. Donc c'est plus long, on a en moyenne un test qui dure 15 minutes, si tout se passe bien, avec un score sur 30, voilà, c'est un petit peu différent. Et le score est normal quand il est supérieur ou égal à 26, et on ajoute un point quand le niveau d'éducation est inférieur ou égal à 12. Donc, si on va regarder la feuille de passation, on voit qu'on va tester la même chose, mais de façon un peu plus approfondie, avec 3 épreuves pour le repérage, le visio-spatial, donc une sorte de mini TMT où on a l'alternance conceptuelle, où on doit alterner une lettre et un chiffre dans l'ordre chronologique et alphabétique, la copie du cube et le dessin de l'horloge. Alors nous, on a agrandi en une feuille A4 par test visio-spatial. On voit que même le contour de l'horloge est coté. Une épreuve de dénomination et surtout ce qui caractérise le MOCA, c'est une rétention de 5 mots
des épreuves d'attention auditive qu'on peut transposer à l'écrit et un empan de chiffres à l'endroit et à l'envers. Et puis, une épreuve d'abstraction, donc de similitude, donc qui est aussi assez intéressante parce qu'elle est un peu plus compliquée, et une épreuve de fluence verbale pour le langage. Une rétention donc de 5 mots, et puis à la fin, on termine par de l'orientation temporelle. Donc, on voit qu'on teste les mêmes fonctions de langage, d'abstraction, d'attention, des capacités visio-constructives et d'orientation, mais de façon un peu plus détaillée. On utilise souvent le MoCA, soit si on a d'emblée un doute sur les capacités cognitives du patient, soit au cours de la réhabilitation, si on veut effectivement en savoir un petit peu plus sur le statut cognitif du patient. Donc, voilà notre démarche pour finir évaluative cognitive. Soit le codex est normal ou le MoCA est normal, c'est la fin de l'évaluation. Soit le codex est en B, où on va avoir un MoCA limite, on va dire, et on surveille, on refait un test à 6 mois. Soit on va avoir un test qui est échoué, codex ou MoCA, et là, on demande une évaluation neurocognitive complète. Et puis, éventuellement, si on peut, on commence la rééducation le plus rapidement possible. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Emmanuel. Voilà, pour cette présentation sur les tests cognitifs, et bien sûr en le présentant sous une forme visuelle chez les surdités sévères approfondes pour ne pas s'amender, pour ne pas avoir un biais parce que les patients n'ont pas compris les consignes. Je démarre ma vidéo. Voilà. Alors, nous avons une question pour le moment. Bonjour, quels tests sont préconisés pour faire l'évaluation du niveau cognitif chez les patients sourds? Alors, c'était un peu en amont de la deuxième partie. Hein. Oui. Le MoCA ou MMS font un screening. Que recommandez-vous? BETL, RLRI 16, par exemple. Pas facile de tout mettre par écrit, car un biais perceptif important est présent avec de nombreuses épreuves orales. Oui. Oui, c'est sûr. Alors, effectivement, la réponse, c'est notre réponse clinique, en tout cas, c'est le MoCA et le codex. On va dire en contraire, codex et MoCA. On s'est quand même beaucoup posé la question de la faisabilité d'ajouter un test cognitif, de repérage cognitif au bilan de surdité qui est déjà assez long. Et la réponse a été en fait celle-là, parce que c'est quand même très faisable, ce qui n'est vraiment pas le cas de tests plus longs. Il y en a d'autres, des tests d'attention. On peut refaire un TMT, utiliser le PASSAT ou d'autres tests, et c'est quand même très chargé cognitivement d'ajouter ces tests. Donc, soit on fait ces tests de repérage, soit, dans un second temps, on fait des tests plus détaillés, mais on s'en tient à ça pour l'instant. Et effectivement, pour d'autres tests, les consignes écrites, si c'était des tests plus longs, ce serait certainement aussi compliqué en termes de surcharge. Voilà, donc c'est à voir. Très bien, oui, il faut vraiment distinguer ce qui est repérage et ce qui est après vrai bilan. Et d'ailleurs, si vous adhérez à la Société française d'audiologie, vous aurez accès aux recommandations sur la presbyacousie qui seront publiées sur le site. Et donc, il y a tout un chapitre fait par les gériatres où il y a vraiment une démarche, en sachant que si sur le test de repérage, on trouve une anomalie, à ce moment-là, il faut adresser dans des centres de la mémoire ou de neurologie, ou des orthophonistes ou neuropsychologues pourront leur faire toutes les batteries de tests pour avoir un diagnostic. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment, hein, c'était très clair. Donc, je pense que l'on peut passer à la troisième communication par Oriane Gros. Alors, cette communication, elle est enregistrée parce que Oriane est au Québec en ce moment pour la recherche. Oriane est maître de conférence à l'Université Côte d'Azur et travaille au Centre de mémoire de Nice. Alors, bonjour à tous et tout d'abord, merci de m'accueillir pour ce webinaire de la Société française d'audiologie. Je vais vous parler plus précisément de la compréhension des interactions sociales au niveau visuel et de comment et pourquoi l'évaluer. Donc, je suis Oriane Gros, maître de conférence en neurosciences à l'UFR Médecine au laboratoire Coptech et directrice pédagogique du département d'orthophonie de Nice. Alors, déjà, en cas de déprivation sensorielle, il va y avoir des effets sur la cognition hein, que Emmanuel Amberdin vous a présenté, mais aussi sur la plasticité intermodale. C'est-à-dire ce qui a été montré, c'est que quand on a une surdité, on va avoir une analyse des stimuli visuels qui va être fait au niveau temporel. Donc, c'est ce qu'on peut voir là dans l'étude de Glick et Sharma sur le dessin à gauche, avec notamment quand on va émettre des stimulations visuelles,
des potentiels évoqués qui vont être retrouvés dans des zones temporales, qui est normalement en charge de l'analyse auditive, mais aussi au niveau de stimulation qui vont être somatosensorielles. Cette plasticité va se modifier en cas d'implantation cochléaire, comme on peut voir toujours dans ce schéma après 27 mois. Ce qui a été souligné aussi par l'équipe de Finet, c'est que quand on émettait comme ça des stimulations visuelles, que je vous représente ici à droite, on allait avoir des différences, toujours, entre des personnes sans trouble auditif et avec trouble auditif, mais aussi que cette activation allait être prédictive de la moins bonne ou meilleure réussite de l'implantation cochléaire. Donc, cette réorganisation fonctionnelle, corticale, va avoir un effet, notamment sur le côté des performances visuelles. Donc, ce qui est montré aussi, c'est que justement, l'analyse visuelle en cas de surdité peut être augmentée ou en tout cas va être modifiée. Nous, c'est ce qu'on a voulu tester au point de vue de la mémoire, mais aussi au niveau des interactions sociales, dans un protocole qui s'appelle EVACO et qui a été mené donc, avec notre laboratoire, le laboratoire Coptec, le département d'orthophonie et aussi au sein de l'Institut universitaire de la face et du cou. Au niveau de la mémoire visuelle, ce qu'on a retrouvé, qu'on retrouve aussi dans la littérature, c'est qu'il y avait une supériorité de la mémoire visuelle par rapport à la mémoire verbale chez les patients présentant une surdité. Au niveau des interactions sociales visuelles et de l'analyse, là, on a eu des résultats inattendus que je vais développer plus et que je vais resituer aussi un petit peu au niveau de la littérature. Donc, au niveau des indices visuels, qu'est-ce que l'on sait dans la littérature actuelle? C'est que les informations visuelles complémentaires aux messages parlés, déjà, ça représente une utilisation universelle dans la communication humaine. C'est-à-dire que tout le monde utilise ces gestes, comme moi là maintenant, pour des informations complémentaires. Ça permet aussi d'augmenter, de contextualiser, de clarifier et de soutenir le message parlé. Il y a différentes fonctions à ces informations visuelles, dont le but interactionnel, sur lequel je vais justement plus appuyer mes propos dans cette présentation, mais aussi que dans le cas de la surdité, les patients vont avoir une plus grande dépendance de ces informations visuelles sur la compréhension du message parlé. Toujours au niveau de la littérature actuelle, on sait qu'il y a deux types, en tout cas deux grands types d'informations visuelles, les indices visuels de la perception de la parole, donc notamment la lecture labiale, et dont Stéphanie Bourrel vous a bien parlé, avec beaucoup de recherches qui ont été menées au fil des années et qui ont montré l'intérêt de la lecture labiale dans la rééducation de la surdité, mais aussi des indices de communication visuelle qu'on appelle extraverbaux. Alors, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont les gestes des mains, des bras, l'expression du visage, le regard, ou encore la posture du corps. Et là, dans ce domaine précis, on a beaucoup moins d'informations. De la littérature actuelle, donc là, je cite une étude de 2020, on s'est intéressé surtout à l'expression du visage et notamment au niveau émotionnel. Ce qui a été montré là dans l'expérience, il présentait différents visages qui représentaient la joie, la peur, le dégoût, en tout cas les émotions les plus basiques. Et ils ont montré que les participants sourds étaient plus rapides pour identifier les affects que ceux qui ne présentaient pas de surdité. Ils regardaient aussi les fixations au niveau de l'eye tracking et étonnamment, ils montraient qu'il y avait moins de premières fixations vers la région buccale en cas de surdité et qu'il y avait aussi une différence de focalisation attentionnelle selon la valence positive ou négative des visages dans le cas de la surdité qu'on ne retrouvait pas chez les patients qui n'avaient pas de troubles auditifs. Alors, au niveau gestuel, il y a aussi une étude, si je ne me trompe pas, c'était l'étude de Ferrari et de son équipe en 2019, qui avait, eux, montré qu'au niveau de la gestuelle émotionnelle, les patients présentant une surdité avaient plus de facilité à reconnaître tout ce qui était émotion négative, de dégoût et de peur. Par contre, au niveau des interactions sociales, c'était très peu étudié. Moi, je n'ai pas retrouvé de choses dans la littérature. Et c'est justement ce sur quoi on a décidé de s'intéresser. Donc, comment tester cette compréhension des interactions sociales visuelles chez l'adulte sourd? Donc là, je vous propose une tâche qu'on a utilisée dans le laboratoire et qui a été développée par un chercheur de notre laboratoire qui est Valeria Manera. Donc, elle a développé une tâche qui s'appelle la tâche des points lumineux, dont elle a fait beaucoup d'études que vous pouvez retrouver en 2011, en 2015, en 2016
et 2019-2021 qui a eu pour objectif déjà de comprendre les fondements de ce geste social, mais aussi de tester sur différentes populations. Donc, elle a testé dans le cadre de l'autisme, de la schizophrénie ou encore dans le cas de tumeurs cérébrales. Nous, on s'est vraiment intéressé à cet aspect-là dans le cas de la surdité. Or, comment fonctionne cette tâche? Donc là, je vous présente les consignes. Vous allez voir maintenant des vidéos avec 2 personnages en point lumineux. Dans certaines vidéos, les 2 personnages sont impliqués dans une interaction communicative. Dans l'autre, ils agissent indépendamment l'un de l'autre. Là, l'objectif dans ces vidéos, ce qui est demandé aux patients, c'est de pouvoir dire s'ils sont en communication et après de décrire cette action. Donc, je vous présente un petit peu l'exemple. Donc là, on voit 2 personnages en point lumineux. Un premier, un deuxième. Et donc, les questions posées, c'est est-ce que A et B étaient impliqués dans une interaction communicative? Donc là, vous dire oui ou non, ou individuelle, oui ou non. Ensuite, dans la description, on demande d'être plus précis. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que A pose quelque chose, B s'accroupit? Est-ce que A demande à B de s'approcher, B s'accroupit, etc., etc. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que dans la description, on demande également si c'était 2 actions séparées ou vraiment une action où il y avait une réponse de l'un par rapport à l'autre. Toujours un exemple. Donc là, on voit le premier personnage qui est en communication avec le deuxième, qui lui demande de déposer quelque chose à un endroit. Encore un dernier exemple. Où là, c'est indépendant, l'un saute, l'autre ramasse quelque chose. Or, ce que l'on a constaté chez les patients présentant une surdité acquise, c'est qu'il allait y avoir des différences avec les patients sans trouble auditif, mais avec de moins bons résultats. Donc ça, ce n'était pas attendu. Donc des résultats qui sont en général moins bons que chez les témoins, mais particulièrement non pas pour dire est-ce qu'il y a une communication ou est-ce que c'est individuel, des gestes individuels, mais vraiment sur la description. Donc je vais un petit peu plus préciser ce qu'on a retrouvé. Donc là, quand on regarde les détails, c'était chez 45 patients, on voyait qu'effectivement, il y avait un certain nombre de patients, on va dire un tiers des patients qui étaient en deçà des normes, donc qui n'arrivaient pas à différencier entre l'action communicative ou non, avec une majorité qui allait répondre que c'était une action en communication plutôt qu'individuelle, mais surtout qu'il y avait une majorité de patients qui étaient en deçà des normes dans la description. Et là, toujours, on retrouvait des patients qui allaient décrire, en fin de compte, une action communicative, même s'ils n'avaient pas dit que c'était communicatif au début, plus que chez des patients témoins, plus que ce qui était attendu. Donc, une interprétation erronée de ces interactions sociales visuelles, plutôt en faveur d'interactions communicatives, alors qu'il n'y en avait pas. Alors, pourquoi il est important de tester ces interactions sociales au niveau gestuel et de les prendre en compte? J'ai bien aimé, là je vous cite, une revue de la littérature assez récente de Sparrow et son équipe en 2020 qui justement soulevait l'intérêt de l'évaluation et la prise en compte dans la rééducation de l'adulte sourd de la compréhension du message parlé par recours aux indices visuels et que ce soit sur le contenu ou sur l'interaction. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce qu'au niveau gestuel, et c'est ce qu'ils mettent en évidence dans cette revue de la littérature, il y a eu beaucoup d'études qui montraient notamment que le geste permettait d'être un apport à la lecture labiale. Ça, c'était plutôt dans les années 1970. Et pendant 30 ans, il n'y a plus du tout d'études sur le geste jusqu'à ce qu'il y ait des nouvelles études à partir, on va dire, de 2010 qui montraient que vraiment cet entraînement à la compréhension gestuelle, qu'elle soit vraiment comme un supplément au discours, mais aussi sur les interactions, pouvait apporter sur la compréhension du message parlé. Un autre point que je voulais soulever, parce que là on est sur les interactions sociales, c'est que cette compréhension des interactions sociales a un grand lien avec la cognition sociale, mais on peut également avoir un impact sur la sphère émotionnelle du patient et sa qualité de vie. Donc c'est aussi un des éléments supplémentaires qui fait que son évaluation et sa prise en charge est importante et intéressante. Pour finir, déjà, je vous remercie de votre attention. C'est un petit peu la conclusion de cette présentation. Et si vous souhaitez utiliser ce matériel pour vos évaluations en soins courants ou nous rejoindre dans des projets de recherche,
n'hésitez surtout pas à nous contacter, donc que ce soit moi ou Valérie Amanera qui a développé cette tâche précisément. J'en profite aussi pour remercier l'équipe du projet, donc Valéria, Manera, Nicolas Guevara, Elisa Conscient et Chloé Sérignac, mais aussi les stagiaires de master qui travaillent sur cette étude dans le cadre du parcours recherche en orthophonie et qui vont justement faire une première publication que je vous incite à lire, qui sont Léa Cantini et Odeva Chaudorel. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Oriane. Donc, je précise que vous êtes en direct pour répondre aux questions. Oui, et d'ailleurs, nous avons enregistré. Voilà, c'était juste au cas où il y a eu des bugs, parce qu'il y a beaucoup de neige au Québec. C'est ça, c'était la tempête hier. Et donc, nous avons déjà une question. Comment expliquez-vous ce résultat moins bon chez les malentendants sur la tâche des points lumineux? Et ça, c'est une vraie question que je me suis posée parce que, comme je vous disais, on ne s'attendait pas du tout à ça, on s'attendait plutôt à l'inverse, notamment par rapport aux éléments visuels au niveau du visage. Alors, je ne dirais pas que c'est pareil, on ne peut pas dire que c'est moins bon, c'est meilleur, mais c'est vraiment, ça témoigne selon moi d'un fonctionnement qui va être différencié et qui va avoir pour habitude de considérer les indices visuels comme de la communication ou de prendre les indices visuels comme aide à la compréhension du message. Et donc, je pense que cette interprétation erronée vient de là. C'est vrai que c'est une question qu'on s'est beaucoup posée aussi parce qu'on a retrouvé des choses similaires, bizarrement, avec une interprétation de valeurs communicatives qu'on n'avait pas dans la schizophrénie, alors que c'est tout à fait différent. Et donc, on ne peut pas relier les deux. Mais je pense tout simplement c'est parce que les mécanismes sous-jacents sont différents et que là, c'est vraiment en lien avec le lien entre indice visuel et indice du message qui ne va pas avoir, en tout cas, dans des fonctionnements classiques au niveau fonctionnel chez l'entendant. Et nous avons une question de Peggy Catignol. Est-ce qu'il y a une prise en compte du temps de réaction qui pourrait expliquer un effet de récence ou primauté? Alors, effectivement, on prend en compte le temps de réaction. Là, on n'a pas encore, on va dire, évalué, on n'a pas fait les analyses dessus, on a fait vraiment sur le côté bonne réponse, mauvaise réponse et regarder en termes d'interprétation, si on était plutôt sur l'interprétation individuelle ou communicationnelle. En clinique, j'ai l'impression que le temps de réponse est aussi à peu près similaire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on compte, en tout cas, aussi faire des analyses parce qu'il y avait un temps de réponse plus rapide sur le côté émotionnel facial. Ça avait été bien montré dans les précédentes études. Donc, effectivement, on compte aussi regarder le temps de réponse. Très bien. Donc, je ne vois pas d'autres questions s'afficher. Merci beaucoup, c'est passionnant. Et donc, nous avons notre dernière communication. Donc, c'est la présentation de son poster par mademoiselle Éléonore Bonvalet. Donc, voilà, Oui, merci Isabelle. Merci à la CFA de m'accueillir pour ce webinaire. Je vais vous présenter mon e-poster qui portait sur le sujet de mon mémoire. L'intitulé était « Lien entre les acteurs de la prise en soin pluridisciplinaire de l'adulte appareillé auditif, état des lieux par questionnaire adressé aux ORL, aux audioprothésistes et aux orthophonistes. Élaboration d'un support informatif sur le rôle de l'orthophoniste. » En effet, la surdité demeure en France un handicap qui est méconnu et encore incompris, mais on sait aussi que ses conséquences sont multiples et c'est pour cela qu'elle nécessite une prise en soin qui est globale. Je voulais donc m'intéresser pour observer les liens entre les différents acteurs, quelles étaient cette collaboration, parce qu'on sait que la pluridisciplinarité va renforcer l'accompagnement thérapeutique et les moyens techniques mis en place pour contribuer au mieux-être du patient et ainsi mieux avancer. Donc, mon objectif était d'observer quel était le lien afin de voir quels seraient éventuellement les freins à cette collaboration. Et mon objectif secondaire était également de pouvoir promouvoir aussi cette communication par le biais d'un support informatif qui serait élaboré suite aux résultats du questionnaire. Au niveau méthodologie, il s'agissait de 3 questionnaires qui ont été élaborés sur Google Forms, qui étaient différents pour les 3 professionnels concernés. Ils ont été mis en ligne durant 5 mois, pré-testés durant 1 mois,
Les questions privilégiées ont été semi-ouvertes. Elles étaient réparties en blocs concernant l'identité professionnelle, quelles étaient les pratiques, questions d'opinion, etc. La population cible était bien évidemment les orthophonistes, les ORL et les audioprothésistes exerçant en France. Le mode de communication s'est fait par voie numérique, via les réseaux sociaux, mais aussi les syndicats qui ont fait relais, et puis les rencontres, les appels téléphoniques, les différents contacts sur le lieu de stage, par exemple. Nous avons obtenu 30 réponses de la part des ORL, 70 de la part des audioprothésistes et 122 au niveau des orthophonistes. Je vais vous présenter maintenant les résultats. L'étude a pu mettre en avant, comme vous voyez sur le tableau sur votre droite, la question portait sur la formation en surdité de la part des orthophonistes. On voit qu'au niveau de l'adulte appareillé auditif, on observe une majorité de réponses non ou peu formées, puisque 60,5 ont répondu se sentir pas assez formés dans ce domaine. Le résultat est légèrement inférieur quand cela concerne l'adulte implanté cochléaire et s'équivalent pour l'apprentissage de la lecture labiale. C'est le premier résultat que nous avons obtenu, ce sentiment de manque de formation dans ce domaine de la part des orthophonistes. Sur votre gauche, nous observons le graphique 1 à la question qui concernait les audioprothésistes et ce qui parle à leurs patients d'une éventuelle rééducation orthophonique. Eh bien, la majorité ont répondu, puisque 1 sur 2 ont mis plutôt non ou seulement lorsque l'adulte est vraiment en échec d'appareillage. Et 1 sur 4 en parle rarement ou jamais, 25,7. Sur le graphique ci-dessous, nous avons aussi voulu observer si les ORL et les audioprothésistes savaient que l'orthophoniste intervenait dans ce domaine. On peut un peu plus descendre pour le graphique numéro 2. Merci. Et nous avons observé que les ORL et les audioprothésistes, globalement, ont répondu oui à la question. L'orthophoniste prend en charge la surdité de l'adulte et de l'enfant, mais il a été intéressant de constater que leurs réponses sont un peu moins affirmées lorsqu'il s'agit de l'adulte comparé à l'enfant. On a davantage de réponses tout à fait d'accord que de d'accord. Les audioprothésistes ont aussi signalé dans les questions semi-ouvertes, et je voulais le signaler, que souvent leurs patients n'étaient pas forcément prêts psychologiquement, et c'est pour ça aussi qu'ils ne proposaient pas une prise en soin orthophonique. On peut retourner au tableau à droite sur les échanges pluridisciplinaires. Nous avons mis en commun les 3 questionnaires et ils ont permis de mettre en avant que globalement l'échange était rare. Il était plus particulièrement rare entre les orthophonistes et les audioprothésistes. Beaucoup ont répondu échanger rarement, voire jamais. Néanmoins, les orthophonistes estiment cette collaboration nécessaire pour la grande majorité et 67,3% ont estimé que vraiment elle devrait être améliorée. En conclusion, les résultats ont permis de mettre en avant un sentiment de manque de formation de la part des orthophonistes dans ce domaine, qui pourrait peut-être expliquer une non-prise en soin, mais également que les audioprothésistes informaient assez peu les patients de la possibilité de cette réhabilitation auditive que proposent les orthophonistes. Bon, évidemment, il y a aussi les limites de l'étude, du fait que ce soit des questionnaires, mais ce sont quand même des résultats qui sont intéressants et à prendre en compte. Cette collaboration interprofessionnelle, bien qu'essentielle en théorie, est finalement peu mise en place. Donc, il y a tout encore à faire dans ce domaine. Et les répondants ont aussi répondu que la majorité souhaiterait améliorer cette collaboration. Le support informatif a été donc diffusé à tous les participants de l'étude, un peu plus à destination du patient qui expliquait le rôle de l'orthophoniste. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup, c'était très clair. Il y a peut-être quelque chose qui va faire évoluer, c'est que maintenant, si je ne me trompe pas, il y a un accès direct à l'orthophonie sans forcément passer par le médecin. C'est ça? Non? Ou je me trompe là? C'est pas encore tout à fait. C'est en discussion, non? Oui, ça va être une expérimentation dans 6 départements auprès des orthophonistes qui travaillent dans des maisons de santé. C'est encore expérimental et je ne sais pas trop si c'est la réponse au problème.
pour les audioprothésistes. Alors, nous avons une question pour vous. Sur est-ce que les psychologues interviennent à un certain moment dans les échanges interdisciplinaires? Alors, les psychologues n'ont pas été compris dans l'étude, mais effectivement, ce serait aussi intéressant puisqu'on sait que la surdité peut aussi avoir des impacts psychologiques. Mais en tout cas, ça n'a pas été pris en compte dans la démarche. Dans les centres implants, c'est le cas. Hein. Nous, enfin, en tout cas, il y a toujours un psychologue, c'est obligatoire. Et donc, nous, il y a un échange très important, bien sûr. Voilà. Mais c'est… Voilà. J'ai une question. Oui. Je peux la poser à l'oral. Éléonore, ce qui me désole toujours un peu, c'est le taux de formation ressenti par les orthophonistes pour la lecture labiale, pour l'implant cochléaire, etc. Autour de 50%, si j'ai bien compris. Oui. Le pourcentage d'orthophonistes qui pensent être correctement formés, c'est ça, hein? J'ai bien compris? Ça. Là, j'ai ciblé… Oui, pardon. Oui, pardon, oui. Ok. Oui, là, j'ai mis qu'un tableau, mais effectivement, il y a plusieurs questions pour essayer de valider cette hypothèse. Et effectivement, on sent un manque de formation. Alors après, on s'est dit, parce que c'est que l'orthophonie, on sait que c'est une profession dans laquelle on se forme très régulièrement. Il y a peut-être aussi un besoin de réassurance, de réactualiser ses connaissances, alors qu'on sait que finalement, avec normalement la formation initiale, il y a quand même une formation en surdité. Et finalement, il n'y a pas que la formation en surdité, mais aussi toutes les compétences autres qu'on a, même en neurologie, puisqu'on a parlé aussi de troubles cognitifs. Enfin, il y a vraiment un accompagnement à faire. Et maintenant, bon, il faut que les… Bon, on espère, il faut rassurer les orthophonistes. Hein, c'est un message très important, je pense, parce que a priori, il n'y a pas de raison que les orthophonistes formés comme elles sont et ils sont ne puissent pas suivre des patients adultes sourds. Il n'y a vraiment pas de raison. J'espère que ce pourcentage va augmenter dans les prochaines années. Oui. Nous avons une question sur existe-t-il une plateforme ou un annuaire pour mettre en lien les audioprothésistes et les orthophonistes spécialisés en réhabilitation auditive? Je crois qu'il n'existe pas encore cet annuaire. Dans les suggestions des participants, certains l'avaient évoqué parce que les audioprothésistes disaient oui, mais nous on ne sait pas à qui envoyer. Peu d'orthophonistes disent qu'elles ne font pas ça ou elles sont débordées. Ça, c'était plutôt dans les zones rurales. Donc, ce serait effectivement intéressant. Mais après, c'est ce qu'on a dit aussi, les orthophonistes, normalement, pourraient… donc, certains ont une formation supplémentaire dans ce domaine, mais tout le monde peut travailler en surdité. Alors, il y a quand même un point positif dans les commentaires, c'est qu'il y a deux orthophonistes qui nous disent qu'elles se trouvent bien formées, qu'elles sont jeunes ou étudiantes en 4e année, et que voilà, il y a une question par rapport à l'âge dans votre questionnaire qui pourrait peut-être expliquer cela, parce qu'il y a eu une augmentation du nombre d'années de formation. Oui, c'est vrai. En fait, les résultats concernant l'âge, ça a été assez homogène. Après, nous, notre question, c'était plutôt le contrôle motivationnel pour savoir les orthophonistes qui ont répondu à un questionnaire qui traitait justement de la surdité. Ça fait l'objet d'une discussion parce qu'on s'est dit peut-être que déjà, c'est forcément des orthophonistes qui se sentent impliqués. Donc, c'est difficile de vraiment objectiver aussi ces résultats. Et nous avons bien sûr aussi une remarque sur les difficultés par les audioprothésistes parfois de trouver des orthophonistes qui acceptent de prendre en charge les patients. Hein. Nous, on a cette difficulté. Je pense qu'il y en a partout. Voilà. Donc, les orthophonistes prennent en priorité les enfants en difficulté. Donc, voilà. Et ça, il y a plusieurs remarques comme cela et une suggestion de petite brochure à partager pour la distribuer aux audioprothésistes, ce serait super hein, de faire, oui. Ça serait bien. Et on a fait dans le support informatif qu'on peut peut-être diffuser là. Il était plutôt à destination du patient, mais évidemment, il concerne tout le monde, hein, puisqu'il est assez simple. Et il concerne en gros, ça s'appelle l'appareillage auditif. Et après, je réexplique très brièvement le rôle de l'ORL, l'audioprothésiste et l'orthophoniste. On peut le trouver sur Internet, sur le site du SRAES. J'ai vu qu'il avait été… on peut le trouver du coup sur Internet. Eh ben, faudra nous le diffuser, on le mettra sur le site de la Société française d'audiologie. Hein, et puis, on peut le proposer aux audioprothésistes aussi. C'est ça, c'est le but, c'est qu'ils servent.
Juste pour répondre à une question qui a été posée sur la plateforme qui permettrait de mettre en relation les orthophonistes et les audioprothésistes. Donc, en fait, il y a un site qui s'appelle Orthophonie et Surdité, qui est une plateforme qui est ouverte aux orthophonistes qui travaillent en France et dans laquelle il y a un annuaire qui comporte plusieurs centaines de noms d'orthophonistes qui pratiquent, qui se sentent très à l'aise avec ce type de prise en charge. Donc, en fait, les audioprothésistes ne peuvent pas y aller directement, mais s'ils connaissent une orthophoniste qui peut s'inscrire sur la plateforme, c'est gratuit, c'est facile, et leur donner les noms d'orthophonistes spécialisés. Voilà, c'est un moyen de trouver un nom un peu plus facilement. Et puis, si je peux me permettre d'ajouter une chose, c'est qu'il y a quand même l'aspect réseau, enfin en réel en fait. Et je pense que localement, c'est pas facile. Certainement, on manque d'orthophonistes. Il y a des priorités, mais finalement, entre audioprothésistes et orthophonistes, il y a aussi le fait peut-être de vraiment, localement, même vraiment essayer de créer des réseaux, de se mettre en relation. Et il y a quand même une dynamique qui se crée un petit peu comme ça aussi, même si on sait bien qu'il y a des problèmes d'accès aux soins d'une manière générale. Mais ça peut fonctionner aussi sur le long terme. Pourquoi ne pas donner accès directement aux audioprothésistes à cet annuaire? Ce n'est pas le choix qui a été fait par la FNO et la Fondation pour l'audition. Je ne sais pas. C'est pas moi qui gère l'annuaire. Voilà, c'est du matériel pour orthophonistes. Après, je ne sais pas. Bon, je pense qu'on est dans les temps. Hein. Merci beaucoup à tous les intervenants pour la qualité de vos interventions. Je vous remets, je vais remettre la vraie adresse. Ah ben non, parce que j'ai fait disparaître. Moi, je suis vraiment pas douée, moi. Bon, c'est pas grave. Vous tapez Société française d'audiologie sur vos moteurs de recherche et vous trouverez le site de la Société française si vous souhaitez nous rejoindre. Et pour les inscrits, eh bien, il y aura une disponibilité des communications. Hein. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.